Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode 200 du podcast destiné aux entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial avec moi. Bonjour tout le monde, c'est Lingensia. J'anime habituellement en solo ce podcast, mais aujourd'hui j'ai l'invité spécial, c'est Marina qui est mon épouse. Et du coup, je suis super contente de t'avoir, Marina. Tu veux bien te présenter un minimum pour que les gens te connaissent ? Ok, donc moi c'est Marina, je suis kinésithérapeute dans un hôpital. Et mes passions, c'est, je dirais, les arts créatifs. Ouais, j'aime bien tout ce qui est manuel, faire des choses de mes mains, de la couture. Je me suis mis à la peinture, voilà. Cool. Bon, j'espère qu'on t'a manqué parce qu'effectivement, ça fait quelques mois qu'on n'a pas enregistré, que j'ai pas enregistré pour diverses raisons. Si jamais tu te demandes si j'ai eu le coronavirus, oui. Marina aussi. Et aujourd'hui, on va essayer de te donner une dose de motivation pour que tu repartes de cet épisode avec plus d'énergie, pour que tu puisses mieux travailler durant cette période de crise. Et en fait, ce sera un épisode spécial parce que ce que je vais faire, c'est que je vais raconter un peu mon parcours, mes échecs, mes réussites. C'est un anniversaire, Ah ouais, c'est l'épisode numéro 200. Du coup, forcément, je voulais que ce soit un peu spécial et forcément, j'ai voulu inviter la personne que j'aime le plus au monde. Il n'y aura pas de gâteau. Il n'y aura pas de gâteau, mais c'est pas grave. Je suis pas trop gâteau d'anniversaire de toute façon. Et le gâteau, c'est toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Tu vas me souffler dessus ou quoi ? Attends, faut mettre une bougie sur ma tête. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te parler de mon parcours et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa parce que comme ça, Marina, elle découvrira un peu plus aussi mon parcours. Il y a forcément des choses que tu sais pas sur mes 10 dernières années parce qu'en fait, ça fait 200 épisodes, mais ça fait aussi à peu près 10 ans que j'ai lancé mon business. Donc, c'est un double anniversaire. Et parce que je pense qu'il y a un réel intérêt pour toi d'écouter des histoires d'entrepreneurs qui ont, entre guillemets, réussi. De la même manière que moi, j'aime beaucoup me former, m'inspirer de ceux qui ont réussi. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est « Lingen, c'est vrai que tu racontes les choses de manière authentique. T'as réussi, mais t'es pas encore millionnaire. » Du coup, on s'y retrouve plus. Donc, je pense que tu vas vraiment aimer cet épisode. Marina, ça te va comme programme ? Ok. Je te raconte ma vie. Vas-y. Alors. J'ai l'habitude. Ouais, mais là, ça va durer 3/4 d'heure non-stop. Alors, comment j'ai commencé déjà ? Tu le sais, ça va être un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, ça va être un petit peu comme ça. Attends. Non, ça va être plutôt un peu... Ah non, ça, c'est quand les blagues ne sont pas drôles. Alors non, ça va être un peu moyennement gay. Ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, je suis né en France de parents chinois. Ça te fait rire ? Tenez rapidement. En 1985. Et si on avance, j'ai la vingtaine. Je suis en Chine, dernière année de mon diplôme de master, donc en économie internationale. Je suis à Shanghai et à ce moment-là, il y a mon père et ma mère. Ma mère, suite à une longue maladie, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est fait opérer un mois après. L'opération était trop dure. Du coup, elle est décédée. Et comme elle est décédée, j'ai dû m'occuper de mon père qui était âgé de 82 ans à ce moment-là. Donc, ça a chamboulé ma vie. C'était pas du tout dans mes plans. Moi, c'était cette idée de j'ai mon diplôme en poche. Maintenant, cool, je vais aller chercher un job. Je vais travailler dans une grande boîte, dans du marketing, etc., etc. Et donc, j'étais en Chine pour un stage et à ce moment-là, en fait, je découvre La semaine de 4 heures, le livre de Tim Ferriss. Je découvre le lifestyle business, cette idée qu'on peut créer un business autour du style de vie qu'on veut mener plutôt que de créer un style de vie autour de notre travail. Du coup, j'ai été vachement fasciné par ça. Quelques Français ont commencé à vivre de leur blog. Je suivais au début Olivier Roland, Aurélien Macaire. Et petit à petit, quand j'ai dû m'occuper de mon père, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, allez, maintenant, tu vas lancer tes blogs et tu vas lancer ton business. Marina, à tout moment, n'hésite pas. Hein. Okay. Si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas.
Tu lèves la main. Comme ça, je suis sûr de savoir que tu veux me parler. Ça marche. Et je rentre en France parce que mon père voulait rentrer. Donc, on avait un appart à Paris avec ma sœur. Et je continue à travailler. Je pense que je travaillais 50, 60, 70 heures par semaine. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas grand-chose à faire de ma vie. Je kiffais ça aussi. Et puis, il fallait que je reste à la maison. J'aimerais dire que j'étais l'enfant parfait qui s'occupait parfaitement de mon père. Mais la réalité, c'est que j'étais plus à la maison pour gérer les urgences et faire à manger, mais vraiment le strict minimum. Tu faisais à manger ? Ouais, mais mon père, il mangeait des trucs hyper simples, en fait. Mais genre hyper simples. Comme quoi ? On mettait des nouilles. Il voulait pas mettre de saveur, du coup ça m'arrangeait parce qu'il trouvait que c'était meilleur pour sa santé et il avait raison. Du coup on mettait juste des nouilles, peut-être un peu de sel, un peu de légumes, la viande et puis c'est tout quoi. Donc ouais, c'est pas mal. Ouais, tous les jours je faisais en fait non, je faisais à manger 2 fois par jour pour mon père. Tu savais pas ? Non, j'apprends des choses là, je suis contente d'apprendre ça. Mais bon, ton père, il pouvait pas le faire lui-même, donc tu... Alors ouais, pour plusieurs raisons. Et puis, voilà, disons que j'essaie de faire respecter la distanciation sociale avec ma sœur, si tu vois ce que je veux dire aussi. Parce que voilà, chacun avait un caractère un peu sympa. Ah, mais je suis contente de participer à cet épisode et d'apprendre ça. Ah voilà, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, moi j'essaye de cuisiner un peu à la maison, mais Marina aimerait que je cuisine un peu plus. Et dans l'absolu, c'est pas quelque chose que j'aime pas, c'est juste qu'il y a d'autres choses que j'aime plus. Bref, si on revient... mais t'hésites pas si t'as d'autres questions. Hein. Merci. Du coup, ce qui se passe, c'est que je m'occupe de mon père et au bout de 2-3 ans, en fait, il décède. Et comme il décède, professionnellement parlant, je suis libre. Je peux faire ce que je veux maintenant. Donc, en fait, entre le retour en France et le début, ou le temps où je m'occupais le décès de mon père, ce que je faisais, c'était n'importe quoi. Moi, je croyais que c'était travailler, mais je lançais des blogs. À chaque fois que j'avais une thématique, je lançais un nouveau blog. J'avais, 10, 15, 20 noms de domaine. Je créais un blog, j'écrivais quelques articles, j'arrêtais. Donc, j'avais écrit j'avais un blog qui s'appelait Web Wonders sur les merveilles du web, parce qu'à ce moment-là, je découvre le SEO, les réseaux sociaux, tous les outils web. Donc, c'était un monde merveilleux pour moi. Et je crée un blog sur le développement personnel pour les hommes, Esprit Vif, que tu peux retrouver si tu cherches un petit peu. Un blog sur les produits Apple, etc., etc. Mais je gagnais peut-être quelques centaines d'euros par mois. Je faisais un peu de freelance. J'aidais les gens à créer leur site web. Je créais le site web à leur place. Je coachais plus ou moins, mais c'était vraiment du bricolage. Je n'étais pas accompagné. Je suivais quelques formations. Je lisais quelques livres. Mais c'était vraiment pas de l'entrepreneuriat. C'était... Moi, je me sentais entrepreneur parce que gagner de l'argent, même si c'était quelques centaines d'euros, je me sentais entrepreneur. Et du coup, quand mon père est décédé, j'avais plus sa retraite. Donc, j'ai eu une opportunité de travailler dans une ONG qui s'appelle le CEL. Et je me suis éclaté, en fait. C'était au croisement de tout ce que j'aimais le plus à ce moment-là. C'était la communication digitale. C'était aider indirectement des personnes dans la pauvreté. Et puis, c'était une ONG chrétienne. Et du coup, comme je suis chrétien, c'était parfait. C'était le job parfait pour moi. Même si dans mon identité, c'était non, moi, je suis entrepreneur, je ne suis pas salarié. Mais la réalité m'a rattrapé. J'avais besoin d'argent, notamment. Et je me suis dit que c'était une belle opportunité. Donc, j'ai travaillé pendant plus d'1 an. Ce qui s'est passé... Ah oui, tu connais l'anecdote où la première semaine, je suis allé acheter un iPhone. Le premier jour ? Non, pas le premier jour. C'était genre un jeudi. J'ai cru que c'était le premier jour. Non. En fait, première semaine, sortie d'iPhone. Je vais chez un pote, je dors chez lui à 4h du mat', on se lève pour aller dans une boutique Apple. Et en fait, on arrive plus tard que beaucoup de gens. Et je me retrouve à arriver au boulot genre à 10h30, 11h avec un iPhone. Mauvais élève. La super excuse. En plus, j'étais dans une ONG où... c'est un peu l'idée de don de soi, vivre simple. Et moi, j'arrive avec mon truc hyper capitaliste. Bref, et c'était marrant.
Du coup, je travaille les soirs et le week-end. Je bosse. Si je devais additionner les deux boulots, je pense, je devais bosser 60, 70 heures par semaine. Comme j'étais célibataire, j'avais beaucoup de temps. Et puis, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai développé mon audience, mais j'ai eu c'est quoi, pas une phase dépressive, mais c'est quoi, tu sais, en fait, j'ai fait la conférence solopreneur en 2014 et juste après, un mois après, je pense, pendant 3 jours, j'étais au lit, je voulais rien faire. C'était en 2016, ça? On était déjà ensemble et Ah, t'avais fait un oui, surmenage. oui. Ah oui, c'était en 2016, je Heureusement confonds. que je suis là. Merci. Merci Marina d'être ma mémoire. Ah non, ça c'était en 2016, effectivement. Mais du coup, mais c'était... Et mon père était déjà décédé. T'as fait ta première conférence solopreneur en 2014? Mais c'était avant mon Et c'était job avant de au travailler CEL. au SAL. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, j'avais déjà fait des conférences solopreneurs. Et du coup, 2016, je quitte mon job parce que, en fait, je me sentais entrepreneur. Même si le job, il était top, des super relations, la mission était top, ça ne collait pas à mon identité, en fait. Je savais que sur le moyen et long terme, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et parmi mes défauts, mais aussi mes forces, c'est que j'écoute souvent mon cœur, mes envies. Et j'ai quitté le job. Mais du coup, ça m'a fatigué parce que pendant des mois et des mois, je travaillais sur cette conférence. C'était hyper prenant. Il n'y avait pas beaucoup d'inscrits. Je faisais une grosse com. Et j'ai eu un surmenage de 3 jours. Donc ça m'a aussi un petit peu réveillé. Donc, en 2016 à peu près, mon business il commence à décoller. Je gagne quelques milliers d'euros, mais pas suffisamment pour vivre. En fait, ce qui était compliqué, c'est que je gagnais pas... Alors, déjà, je dépensais pas mal à l'époque. Tout ce que je gagnais, je le dépensais parce que j'avais des besoins très basiques, en fait. C'était manger et logement. Je partais pas trop en vacances. Tu me faisais des cadeaux. Ouais, je te faisais quelques cadeaux. Tu m'as demandé en mariage, donc ça a coûté un peu cher. Ouais, c'est vrai. Du coup, je me suis serré la ceinture et j'en suis pas fier, mais c'était aussi l'époque où je payais pas mes cotisations, je déclarais pas tout. C'est moche, hein? Ouais, ça, je le savais. C'est moi qui t'ai dit, il faut que tu payes. Ça va pas. Ouais. Du coup, tu le savais. Ouais, je savais, mais c'était bien que tu me le dises. C'était bien. En 2017, c'est pour ça que je me suis mis en EIRL parce que je voulais faire les choses proprement. Et aussi, j'en suis pas fier, mais en même temps, c'est juste du matériel. C'est là que j'ai littéralement vendu des bijoux de famille parce que j'avais besoin d'argent, tout simplement. Non, je rigole parce que bijoux de famille, ça veut dire autre chose. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai insisté sur littéralement. D'accord. Pas au sens figuré. Oui, voilà, littéralement. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, on était en couple et moi, je commençais à prendre les choses plus au sérieux parce que je voulais construire un avenir. C'était plus que moi. Je pouvais pas juste gagner un peu d'argent pour survivre parce que j'allais avoir une famille. Assez rapidement, avec Marina, je savais que ce serait la femme de ma vie. On s'est mis en couple assez rapidement. Et assez rapidement, on savait qu'on allait se marier. Hein. Ouais, j'ai peut-être envie de te poser une question. Parce Ouais, que pourquoi est-ce que par rapport à l'argent, un peu, comment tu avais vécu ça enfant et après adulte? Ma relation à l'argent? Je veux dire, tu gagnais juste pour vivre parce qu'en fait, c'est ce que tu avais toujours eu l'habitude, même avec ta famille, avec ce que vous avez vécu, quoi. Ouais, il y a plusieurs points. La première chose, c'est ça. Moi, ma famille était très pauvre, très endettée. Toute mon enfance, j'ai entendu, faut payer des dettes, faut payer des dettes, faut payer des dettes. Quoi. Ça, c'était toute mon enfance. Donc, pour moi, c'était la norme. C'est vrai, émotionnellement, d'être dans le rouge chaque mois, c'est pas grave, quoi. C'est la vie. C'était presque normal, quoi. C'est ça. Et résultat, j'ai eu un peu cette idée-là. Et dès que je gagnais de l'argent, je le dépensais parce que moi, très jeune, j'ai commencé à travailler dans des restaurants, au McDo, etc. Et c'est bien que tu parles de ça parce qu'en fait, c'est aussi, j'allais en parler aussi, c'est aussi ce qui m'a freiné, quoi, grandement freiné parce que ma relation à l'argent était mauvaise. Même quand je gagnais, je le dépensais parce que pour moi, l'argent était une mauvaise chose. Donc même d'en avoir,
C'était mauvais. Si à ce moment-là, tu m'avais donné 1 million d'euros, je l'aurais peut-être dépensé d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait, je voulais m'en débarrasser. C'était mal, tu vois. Mais tu t'as acheté quand même des choses utiles. Hein. Enfin, cet argent que tu gagnais, t'en gagnais pas énormément et t'en avais besoin au final, en fait. Ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça que j'ai beaucoup investi dans des formations, dans des masterminds, ce qui est une bonne chose, mais c'est vrai que je vivais au-dessus de mes moyens. Après, dans ma vie perso, je dépensais très peu d'argent. Oui, c'est ça. Qu'il faut préciser, parce que Oui. les gens qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu vont pas Ouais, forcément ouais, comprendre ta relation à l'argent. Tu vois, moi qui ai grandi dans une famille où on n'a jamais manqué d'argent, Ouais. Je peux ne pas comprendre en fait ce que tu as vécu. Enfin, maintenant, si tu l'expliques, je le comprends, mais... Ouais, bah non, mais tu fais bien de le dire parce que effectivement, il y a cette idée que sur mon compte bancaire, s'il y a de l'argent, je suis pas à l'aise. Pour moi, c'est comme un jeu où tous les mois, il faut finir à zéro. Je n'étais pas content de finir à moins 100 ou moins 200, mais je voulais pas être à 1000 euros. C'était un peu, mais ça sert à quoi? C'est comme, c'est comme arriver en avance à un rendez-vous. Bah non, c'est inutile. Il faut arriver pile à l'heure. Non, mais c'est fou. T'arrives en retard et du coup, t'es en à découvert. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand on dit que le temps, c'est de l'argent, bah là, pour le coup, c'est la même mentalité que j'ai eue. Et en fait, c'est vraiment dur. Et du coup, je t'invite, toi qui écoutes cet épisode, à vraiment travailler sur ton enfance. Alors, je sais qu'il y a des livres qui parlent d'enfant intérieur. Je n'ai pas vraiment étudié la question, mais c'est cette notion que quand tu étais... de replonger un peu dans son enfance. Quand je coach des clients, quelquefois, quand ils me disent « j'ai pas confiance en moi », c'est pas parce qu'ils ont perdu confiance sur les 12 derniers mois. C'est parce qu'il s'est passé un truc durant leur enfance ou un gros événement lié au travail, tu vois. Mais quelqu'un qui a une grande confiance en soi durant son enfance, il peut surmonter facilement les problèmes une fois adulte. Et donc, voilà, j'invite chacun à réfléchir, à s'introspecter, parce que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Je ne comprenais pas. Comme tu dis, moi, c'était ma réalité. Je ne savais pas qu'il y avait une autre réalité. Je ne savais pas qu'il y avait... Quoi ? Bien sûr, je savais théoriquement qu'il y avait des gens qui vivaient de manière aisée, mais moi, en plus, j'ai grandi dans un quartier populaire et la pauvreté, j'étais entouré de pauvreté. Donc, tout ça a fait que en 2016-2017, voilà, j'ai dû me reprendre en main. C'est aussi à cette époque-là que je publie le guide du blogueur. Donc, j'en suis hyper fier. La première fois qu'on a ouvert le carton, tu étais là. On l'a fait ensemble, Marina, tu te souviens? C'était dans notre appart non, c'était dans ton appart à l'époque encore. Ouais. On n'était pas encore mariés. Et on avait ouvert le carton. Et c'était, bref, un très beau souvenir. Ça, c'est une de mes fiertés, d'avoir auto-édité un livre, d'avoir rencontré un éditeur. Marina me fait des blagues. D'avoir rencontré d'avoir rencontré un éditeur, Erol, d'avoir pu publier ce livre qui m'a beaucoup aidé sur mon business, sur le court, moyen et long terme. Marina a fait des dessins dedans. Tu veux raconter un peu ce que tu as fait dedans? J'ai fait des petits schémas et des petits dessins en fonction de ce que tu me demandais. Toi, tu avais les idées et moi, j'ai fait quelques petits dessins, quoi. C'était génial. C'était sympa de travailler ensemble pour ça. Ouais. C'était les prémices de peut-être de nouvelles choses. Bah non, Marina travaille déjà un peu pour moi sur la comptabilité. C'est vraiment cool. Et puis, prochainement, si tu vois des dessins sur Instagram, des croquis, des schémas, s'ils sont pas beaux, c'est que c'est moi qui les fais vite fait. Mais s'ils sont beaux, c'est que c'est de Marina. La pression. Bah oui, mais non, tu sais déjà que tu dessines bien. Quoi, c'est pas ton métier, mais c'est largement suffisant. Tu sais. Regarde là, le livre que j'ai, et les auditeurs, ils pourront pas voir, mais tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est pas de l'art qu'on fait, quoi. C'est des petits croquis. C'est joli quand même. Et du coup, 2018, je commence à... Alors, fin 2017, c'est compliqué financièrement. 6 mois après notre mariage, au point où l'argent ne rentre pas assez. Et tu te dis même tu vas postuler quelque part. Ouais, en fait, c'était un peu ce qu'on avait dit. Toi, tu étais gêné par rapport à ma situation. Et on s'est dit, voilà, si d'ici décembre, c'est pas réglé, je chercherai un job. Toi, tu étais gêné aussi, mais moins stressé, quoi. Pour toi, c'était... Tu le vivais différemment encore par rapport à ce que tu as vécu plus jeune. Oui, c'est-à-dire, j'ai pas compris.
Marina vient de boire. Du coup, elle peut pas rigoler. T'étouffes pas, hein? Tiens, ça va peut-être t'aider. Tu disais quoi? T'as pas compris ce que j'ai dit? Ouais, j'ai pas compris ta question. Non, je disais juste que tu disais que c'est moi que ça me convenait pas, mais pour toi non plus, ça te convenait pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, c'était mon style de vie, de pas avoir de réserve, de pas avoir d'épargne. Disons que tu y étais habitué, mais que ça te convenait pas parce que tu savais C'est ça. que moi, ça me stressait et que c'était pas une situation pour un couple, quoi. Ouais, et bah ça, si on l'élargit un petit peu, il y a beaucoup de gens que j'accompagne, par exemple, ce qui te fait rire. Non, mais je repense à tout à l'heure. T'accompagnes beaucoup de gens? Ouais, j'accompagne beaucoup de gens et par exemple, l'un des principaux défis que rencontrent les gens, et quand je dis les gens, c'est parce que je suis passé par là et je l'ai toujours, c'est qu'on n'aspire pas à plus, tu sais. Moi, j'aspirais pas à plus financièrement. Je me suis dit, bah, je sais pas, pourquoi j'ai besoin de plus d'argent que 1000 euros sur mon compte, tu vois. Parce qu'on se dit, ben, j'ai toujours vécu ça, c'est ce que je mérite. Et quand on commence à rencontrer d'autres personnes qui réfléchissent autrement, bah déjà, on se dit, bah ouais, pourquoi pas moi? Et puis parce que de toute façon, on mérite, si on gagne notre argent honnêtement, on mérite d'avoir plus. Et bah moi, j'accompagne beaucoup de gens qui me disent, bah ouais, devenir coach, ben non, c'est pas fait pour moi, j'en ai pas la capacité, j'ai pas le diplôme, devenir entrepreneur, je peux pas. Et chacun se met des barrières parce que on réfléchit par rapport à son passé plutôt que de réfléchir à ce qui est possible. Et quand on réfléchit à ce qui est vraiment possible, et c'est pour ça que quelquefois on a besoin d'être accompagné, parce que si on s'était pas marié, je serais encore dans ce mindset-là, il y a des grandes chances. Donc, comme dans le business, je m'inspire de certaines personnes. L'année dernière, par exemple, j'aurais pas cru, si, entre guillemets, rapidement avoir un business à 6 chiffres, et j'ai pu le faire l'année dernière. Cette année, en 2020, je me suis fixé comme objectif de faire 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais ça a été dans la souffrance, quoi. Je me suis dit, mais est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est parce que d'autres gagnent plus, du coup, je veux les copier? Est-ce qu'on en a besoin? Mais en fait, la question à se poser, c'est de quoi je suis capable? Si je suis capable d'épargner 10 000 euros ou 100 000 euros, pourquoi je me restreindrais à 1000 euros? Si je suis capable de développer un business qui fait 300 000 euros, pourquoi je m'arrêterais à 100 000 euros? Tant que c'est dans le respect de mes valeurs. Voilà. Donc, 2017, effectivement, je cherche un job. Ça m'a coûté. En même temps, ça m'a coûté au niveau de mon ego de publier ça sur Facebook. Hein. J'ai vraiment publié cherche un job, est-ce que vous avez des bons plans, quoi. Donc ça m'a coûté parce que moi, je me suis créé une identité où je forme les gens. Bah, je sais pas, là, je sais pas niveau chronologique, mais ça devait être il y a... Bah, regarde les dates dans le podcast, parce que dans le podcast, j'en parle. Je crois que j'en parle, c'est sûr que j'en C'était fin parle. 2017. Ouais, donc Sûr. j'en parle dans, je sais pas, autour de l'épisode 100. En 2018, ça s'est bien relancé. Ouais. Bah si, fin 2017, tu avais Ouais. une opportunité en décembre même déjà. Ouais. En décembre, et après, pendant plusieurs mois, c'était le top de nouveau. Ouais. Donc du coup, je vais raconter un peu ce top, ce qui s'est passé. Donc déjà, juste que tu comprennes un peu comment je gagnais de l'argent, je vendais un peu de formation. Je coachais, mais bon, à ma façon, j'installais des blogs et je faisais du freelance. Ok. Et donc, 2017, l'opportunité, c'est que je publie ça. Il y a Yann Darwin, si tu le connais. Il m'écrit en commentaire, moi, ça m'intéresse. Avec genre un smiley. Du coup, moi, je croyais que c'était un peu une blague. Je le contacte et en fait, il avait besoin de quelqu'un pour gérer sa com parce que son business se développait vraiment rapidement. Donc, c'était une superbe opportunité. J'ai travaillé 7 mois avec lui. Ouais. Je me souvenais plus que c'était via ton annonce Facebook, en fait. Si. Comme quoi, ça a payé, en fait. Enfin, Ouais. Bah, quelquefois, faut... Comment dire? Je veux pas faire des généralités, mais quelquefois, quand on n'obtient pas les résultats qu'on veut, c'est parce qu'on manque de courage. Du coup, on mène pas certaines actions parce qu'on attache trop d'importance à notre fierté, à notre ego. l'affiche, là. Bah ouais, c'était dur. Bah, moi, je forme les gens à lancer un business et je cherche un job. Alors, après, les gens savaient que je gagnais pas des millions, donc moi, j'ai toujours été honnête. Tu partageais même des fois Combien je gagnais, ouais. combien tu gagnais, là. Ouais.
Donc, ce qui était génial, c'est que ce travail de freelance avec Yann me payait assez bien, d'une part. Mais le plus grand bénéfice, c'est que ça m'a beaucoup appris aussi sur le business. Et j'ai passé du bon temps et ça m'a laissé du temps pour aussi lancer mon business de mon côté. Donc, de continuer à lancer mon business. Et j'ai senti que... je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons que je savais que ça ne durerait pas forcément toute ma vie, cette prestation en freelance. Et j'avais pris un peu les devants. J'ai commencé à voir comment lui vendait. Il vendait beaucoup plus cher parce que ses programmes en valaient... avait beaucoup de valeur. Et en fait, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai beaucoup de valeur. Donc, j'ai commencé à lancer des plus grosses formations. Et en fait, j'ai eu un gros blocage mental. Un des plus gros trucs qui m'a gêné dans ma croissance, c'est que les formations en ligne, ça cartonnait. Mais moi, j'avais cette idée que certains entrepreneurs ne faisaient pas ça de manière éthique. Ils promettaient... tu vas gagner 2 000 € par mois en seulement 6 mois, en seulement 1 an. Et comme je ne voulais pas être assimilé à ces entrepreneurs-là, du coup, ma solution radicale et simple, c'était si eux vendent des formations, je ne vais pas en vendre. Et en fait, je me suis tiré une balle dans le pied parce que je vendais des formations à 50, 100 €, alors que si j'avais fait des programmes vraiment utiles, j'aurais pu vendre ça beaucoup plus cher et ça m'aurait apporté beaucoup plus. Donc, ça aussi, garde-le en tête. Ce que tu fais ou tu ne fais pas est souvent, parfois, on va dire, en réaction à ce qui se passe autour de toi, quand bien même tu sais que c'est la bonne chose à faire. Tu te dis, il faut que je fasse ça, mais comme les autres, ils vont me juger, ils vont voir ça, les autres, ils font ça, donc je ne vais pas faire ça. Voilà. Typiquement, un truc que j'entends quand je dis aux gens de lancer une chaîne YouTube, c'est « Oui, mais il y a déjà d'autres personnes qui le font. Oui, mais les vidéos sont mieux. Moi, ma vidéo, elle apportera quoi ?» Non, tu as envie de faire des vidéos, fais des vidéos. Okay, parce que le temps que tu vas économiser à ne pas faire des vidéos, clairement, soyons honnêtes, qu'est-ce que tu vas en faire ? Vraiment. Donc, je reviens un peu à mon histoire. 2018, ça se développe bien, mais quand ça s'arrête avec Yann, c'est à la fois un souci et une opportunité. Le souci, c'est que financièrement, je divise mes revenus par 2 immédiatement. Donc, c'était un coup de stress dans notre foyer. Parce qu'à ce moment-là, je peux te dire, en 2018, j'ai quand même fait 60 000 €. Voilà, j'ai fait 60 000 € notamment parce que les 7 premiers mois de l'année, je travaillais avec Yann Darwin. Mais heureusement, j'avais senti un peu le coup, j'avais lancé mon business et j'avais continué. Parce que ton business, tu l'avais lancé depuis un moment. C'est marrant, tu l'as relancé. En fait, tu l'as relancé sans cesse finalement. En fait, je pense que c'est un lapsus un peu révélateur quand je dis lancer, c'est parce qu'en fait, c'était un nouveau business model et j'ai commencé à sortir du mindset. Pendant très longtemps, je me voyais comme un blogueur professionnel, ce qui était ridicule parce que c'est pas ça qui fait vivre. Ce qui fait vivre, c'est d'être dirigeant d'entreprise. Après, je me suis pris pour un marketeur et petit à petit, en tant que solopreneur. Et donc, on en reparlera à la fin, mais aujourd'hui, je vais plus loin. Ça fait combien de temps, là, cet épisode ? 28 minutes. OK. Je vais essayer on va essayer de limiter ça parce que je pourrais passer des heures et des heures, mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que j'ai prévu le coup. C'est un peu comme si tu avais un job. Si tu as un job aujourd'hui et que tu ne veux pas le quitter, garde-le, mais le soir et le week-end, prépare. Parce que si tu sais que toute ta vie, tu ne veux pas être salarié, prépare. Lance un business le soir et le week-end durant ta pause déj. Donc, l'opportunité, c'est que ne plus travailler avec Yann et d'avoir la pression que maintenant j'ai une famille, j'ai des responsabilités, ça m'a poussé à être beaucoup plus exigeant. Donc, je ne sais pas, 2018, j'ai dû finir l'année à 4, 5, 6 000 € par mois, ce qui était vraiment pas mal à ce moment-là. Non, moins ? Sachant que je commençais à payer mes cotisations. Septembre-octobre, c'était très compliqué. Mais après, novembre-décembre, tu as un peu remonté. Mais parce que aussi, tu as de nouveau une nouvelle opportunité en décembre. Voilà, on va en reparler. J'espère que c'est pas chaque année comme ça que ça va passer. Non, non, parce que maintenant, je suis plus freelance. Je fais quelques missions de temps en temps.
Et Non, mais je dis ça, mais 2019, il n'y a eu aucun souci. non, au contraire, c'était une belle année. Ce qui s'est passé, c'est que Donc fin 2018. fin 2018, en fait, ça remontait, mais c'était quand même pas suffisant. C'était quand même compliqué. Et là, je commence à contacter Alexandre Ross. Et là, niveau mindset, je commence à aller plus vers les gens. Parce qu'avant, j'étais vraiment entre mes potes. Entre mes potes et quoi Entre mes potes, ça veut dire quoi? Avec mes potes. Ah ouais, voilà. Parmi mes potes. Ça te va? Ouais, c'est... Voilà, des super entrepreneurs. Et je peux même en citer quelques-uns parce qu'ils m'ont beaucoup accompagné, inspiré. Donc, si vous m'écoutez, des gens comme Rémi Bigot, Morgane Février, Frédéric Canvet, et c'est là où Olivier Djadinski, Johan Techfag, Jonathan Pad, bref, plein de gens qui m'accompagnaient, mais qui à ce moment-là n'étaient pas des partenaires potentiels qui pouvaient faire passer mon business à un autre niveau. C'était eux tes potes? Voilà, c'était eux. En fait, j'étais entre potes, mais pas entre mes potes. Entre potes. Parce que c'était les miens, quoi. Et résultat, en décembre, j'ai l'opportunité de travailler avec Alexandre Ross. Je ne rentre pas dans les détails, mais allez, je lui ai offert une prestation pour son Biz Club Live, son événement. Il a accroché, il avait besoin de quelqu'un aussi. On a commencé à travailler ensemble. Donc là aussi, génial parce que ça me permet d'avoir un revenu fixe et de continuer à développer mon business. Et puis, j'ai vraiment beaucoup appris avec Alexandre et son équipe, comment il travaillait, comment il communiquait et d'avoir pu être dans les coulisses. C'était hyper inspirant. Donc là aussi, durant l'été, on décide plus ou moins mutuellement d'arrêter, même si c'est plus ou moins mutuellement, parce que moi on devait partir en Chine là, et je voulais m'arrêter de travailler pendant 3 semaines, et puis on s'est dit qu'il fallait peut-être passer à la suite. Ok, je rentre pas dans les détails. Donc là, encore une fois, comme pour Yann, à la fois un souci, à la fois une opportunité, mais là, heureusement, mon business a vraiment commencé à se développer. Et je finis avec environ, alors on n'a pas encore le bilan, mais 125 000 € de TTC de chiffre d'affaires. Et surtout, on part en Chine 3 semaines, tu ne travailles pas pendant 3 semaines, et on n'a pas de creux, le mois n'est pas creux. Ouais. Je ne sais pas si tu veux partager un petit peu aussi mon évolution. Je sais qu'au début de notre mariage, j'avais pas beaucoup d'argent et je bossais beaucoup et je parlais que de business et c'était un peu lourd pour toi. Et ces derniers... Non, tu te souviens pas? Je parlais tout le temps de business, tout le temps. Peut-être. Et c'était une charge mentale. Tes groupes mastermind, tu avais besoin de... Ouais. C'est vrai que tu me partageais souvent est-ce que je dois faire ça ou je dois faire ça, et moi j'en savais rien. Tu gères ton... J'étais en mode trop bien, maintenant j'ai une meilleure pote à la maison, tous les jours je vais lui parler de business. Et puis je sais pas, est-ce que tu veux partager comment toi tu as vécu dans les coulisses émotionnellement toute cette période? Disons que moi j'ai toujours eu l'habitude d'épargner, de mettre de l'argent de côté, de prévoir les choses, d'anticiper. En tout cas, au niveau financier, c'était important pour moi de ne pas manquer, quoi. Et c'est vrai qu'après le mariage, il y a eu pas mal de dépenses et tout ça. Et avec ce qui s'est passé 6 mois après notre mariage, c'était dur. Moi, je l'ai vraiment vécu difficilement, d'être confrontée comme ça. Potentiellement, on va manquer d'argent, on va devoir demander de l'aide, ça fait mal, quoi. Et aussi, ce que je suis contente de voir là de ton évolution, c'est que tu as vraiment changé de façon de voir les choses et que maintenant tu vois combien c'est important de mettre de côté, d'anticiper les choses. Ouais. Parce qu'en fait, en 2017, quand il me semble, ou c'était en 2018, je sais plus, quand il y a eu un souci où tu n'avais plus trop d'argent, où tu gagnais pas assez en tout cas, fallait payer les impôts ou la taxe d'habitation juste après, quelque chose comme ça. Des milliers d'euros, bim, d'un coup, je devais payer. Ouais, et en fait, à tout est tombé en même temps. Ouais. Non, mais je devais payer des cotisations ou ma TVA, un truc comme ça. Ouais. Je me rappelle plus très bien. Mais tout tombait en même temps. Il n'y avait plus l'argent, il y avait plus... Enfin, il y avait un peu de réserve quand même. Parce que moi, j'ai tendance à exagérer aussi. D'ailleurs, maintenant, je fais très attention. Ouais. J'exagère un peu les choses pour pas que ça réarrive. Mais toi, t'as changé aussi depuis. En fait,
Ouais, j'ai beaucoup évolué parce que je me suis introspecté sur ma relation à l'argent. En fait, j'avais vraiment une mauvaise relation à l'argent. Je pensais gagner. Pour faire simple, je pensais que le monde, c'était il y a des riches méchants et des pauvres gentils. Là, dernièrement, j'ai trouvé une image, c'est dans Smallville, tu as Lex Luthor qui est millionnaire et méchant, et tu as Clark Kent qui est pauvre et gentil. Et en fait, c'est ce que véhiculent les médias, parce que c'est vrai, il y a des riches et méchants, tu vois. Et du coup, je m'étais vraiment fait ça. Je pense que je m'auto-sabotais d'une certaine manière. Je voulais pas réussir, je voulais pas gagner plus d'argent. Puis il y a riche et riche aussi. Hein. Oui. Parce que pour toi, toutes les personnes qui sont peut-être aisées, Qui sont pas pauvres, qui ont assez sont d'argent riches. pour finir leur mois, sont riches. Bah ouais, je crois que j'étais un peu dans cette mentalité-là. Toute la classe moyenne est riche, quoi. Tu vois, c'est vraiment cette pensée-là. Et aujourd'hui... Donc toute la classe moyenne est méchante. Ben... Tu le penses pas, ça? Enfin, tu le pensais pas, ça. Tu voyais plus les milliardaires, peut-être. Oui, c'est sûr, les millionnaires, allez, on va dire. Non, pas même les millionnaires, c'était des méchants. Et j'en connaissais aucun, sauf mon meilleur pote, en fait, je sais pas s'il est millionnaire, mais en tout cas, ça va. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis hyper ambitieux, notamment pour deux raisons. La première, c'est que j'ai plus de problème avec l'argent. Si je peux en gagner plus en faisant du bien autour de moi, je vois pas pourquoi je me priverais, parce que en fait, nous on vit pas dans le luxe, alors on gagne pas des millions encore, mais mais je sais que l'argent peut faire du bien si on l'utilise bien, en fait. J'ai pas envie d'être dans le luxe. Hein. Ouais, et moi non plus. Du coup, il y a cette idée que les entrepreneurs qui veulent gagner beaucoup d'argent, c'est pour se payer un yacht et une Lamborghini. Mais non, c'est pas ce que je veux. Par contre, si je peux gagner plus, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Dis-nous en plus sur qu'est-ce que tu veux. Tu C'est-à-dire... vas faire quoi avec avec l'argent que tu vas gagner? Ah, bah, bonne question. Moi, ce que j'aimerais... Qu'est-ce que ça représente? Alors, j'avoue, il y a un truc luxueux que j'aimerais avoir, mais chacun sa définition. Moi, j'aimerais qu'on ait une grande maison avec un grand bureau pour moi, tu vois. Un grand bureau où j'ai mon coin vidéo, mon coin podcast et mon bureau où je travaille, limite une table au milieu, une table de réunion, tu vois. Un vraiment. bureau bien insonorisé. Ah ouais. Le bonheur. Ah non, mais si je m'autorise à rêver, c'est genre je veux un bureau de 70 mètres carrés, quoi. C'est grand? Plus grand que notre appart actuel. Bah ouais. Non, mais si je m'autorise, et je vois pas pourquoi je m'autorise pas, je veux pas ça cette année ou l'année prochaine, hein, mais... C'est un peu grand quand même, 70 mètres carrés. Non, franchement, non. Parce que imagine, on fait un beau setup pour des vidéos YouTube. Ah, t'as le coin vidéo, t'as le coin podcast. Ouais, regarde le beau canapé, tu ferais des belles peintures, on changerait la déco de temps en temps. Non, ça te fait pas kiffer? 50 mètres carrés, je pense que ça suffit. 60. On en discutera après. Ouais, c'est ça, exactement. Et de toute façon, ça passera en dépenses pro. Hein. On continue. Elle m'a fait un signe, on continue. Allez. Et puis aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris que plus tu avais un impact dans le monde en tant qu'entrepreneur, bah, plus l'argent rentre, en fait. Donc, c'est une résultante. C'est pas que Lingen veut gagner plus d'argent, c'est que Lingen, il veut utiliser son potentiel, il veut aider, contribuer, et s'il le fait bien avec un bon business model, bah, l'argent rentrera. Donc, 2019, très belle année, avec, alors j'oublie pas, Mamadou qui m'a beaucoup aidé, on te salue Mamadou, qui m'a permis, pendant qu'on était en Chine, de pouvoir ne pas penser au travail. Il faudrait qu'on le refasse, ça. 3 semaines sans penser au travail. Trop cool. On l'a fait un peu pendant le coronavirus, mais c'était pas aussi fun. C'était pas fun. Et là, 2020, j'ai une équipe, j'ai plus de freelance. Et je t'avoue, ça me fait mal un peu au cœur de dire, mais je me demande si je vais pas changer le nom du podcast, parce que aujourd'hui, je pense qu'on peut plus être solopreneur et dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires et vivre correctement de son business. Tu voulais dire un truc? Je pense qu'il y en a, mais que c'est des exceptions.
Il y en a, mais Et il ça, travaille énormément. voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu échanges ton temps contre ton argent. Si tu n'as personne à qui déléguer, ça veut dire que tu peux jamais partir en vacances. Donc, il faut que tu aies un business model. Si, c'est possible. Il faut que tu aies un business model où il faut que tu fermes la porte plusieurs mois dans l'année, quoi. Oui. Et toi, ta vision, c'était de pouvoir passer du temps avec la famille. Ah, c'est vrai ça. que c'est incompatible. Enfin, c'est vrai que moi, au début du mariage, je te reprochais, je pense souvent de dire oui, je fais ça pour pouvoir passer du temps en famille. Mais en fait, sur le moment, bah oui, mais c'est quand? Parce que si maintenant, tu travailles trop et qu'on passe pas de temps ensemble, qu'est-ce qu'on construit, quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça maintenant pour après avoir du temps? Mais c'est quand après, quoi? Oui, c'est ça, c'est ce que je te disais. Oui, là, il faut que je bosse parce que j'investis et bientôt on pourra. Mais le risque, alors c'est vrai, franchement, j'ai peu de regrets parce que à un moment donné, tu gagnes pas assez, il faut bosser, tu vois. Mais tu vois, c'est vrai que partir en Chine 3 semaines sans que tu travailles, on en avait besoin. Ouais, je pense qu'on en avait besoin. C'était hyper important de se retrouver aussi un peu. Penser à autre chose. Ouais. Et puis, on s'est éclaté en Chine. C'était vraiment top. On a bien mangé. On a bien mangé. Oh là là. Mais on a bien marché aussi. Hein. Ah ouais, on n'a jamais autant marché. On a fait les montagnes jaunes. Tu veux raconter les montagnes jaunes? Vite fait, en deux mots. En gros, en un jour, on a monté 4000 marches. Parce que je voulais surtout pas y aller en téléphérique. Je voulais avoir grimpé, quoi. Sauf qu'en fait, après, ça nous a fait tellement mal aux genoux, aux chevilles et tout, qu'en fait, on avait trop mal. Ouais. Bon, tu peux leur dire comment j'étais, dans quel état j'étais. Hein. Vas-y. Alors, on aurait dit un grand-père. On avait tous les deux un petit bâton que l'hôtel où on avait dormi la veille nous avait prêté. Et Lingan, il montait les marches avachi sur son bâton derrière moi. Il portait un sac plus lourd que le mien quand même. Non, mais il faut dire que j'ai toujours eu l'habitude de randonner et toi pas. J'étais un peu embarquée là-dedans, quoi. Moi, je montais les marches du métro, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Non, mais c'était un peu de la folie de faire 4000 marches. On n'était pas préparés. Ouais, mais aucun regret. Mais c'était magnifique, franchement. Si, on s'était entraîné un petit peu. Moi, je m'étais entraîné un petit peu. En région parisienne. Oui, un petit peu. Ouais. Bref, mais c'était magnifique. On referme la parenthèse. C'était magnifique. On a visité la famille. T'sais. Et aujourd'hui, ma vision, c'est de pouvoir créer un business où j'ai beaucoup plus de temps, j'ai une équipe, on peut plus aider nos clients et en fait, j'ai hâte d'être dans les prochains épisodes parce que même durant les 3 derniers mois, ça a énormément changé. Donc, je lisais un livre qui s'appelle The Business Book of Coaching de Ajit Nawalka et Nita Bhushan. C'est des Indiens, hein. Tu vois, il n'y a pas que les Chinois qui ont des noms compliqués. Et il y avait 3 questions et du coup, je voulais parler un peu de ça pour terminer. La question, c'est pense à 3 problèmes dans ton passé que tu as réussi à résoudre d'une manière unique. Et l'idée, c'est de faire ressortir tes forces, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux faire l'exercice dans ta tête, tu peux. Quels sont les 3 gros défis que tu as pu rencontrer et dont tu es sorti plus fort, mais avec ta façon ta propre méthode, quoi. Parce qu'il y a certains problèmes, tu n'appuies pas sur un bouton et tu as un plan d'action. Donc, je ne parle pas de mes problèmes perso, je vais juste parler des défis pro que j'ai eus. La première, c'était d'avoir été tenté de vivre, de développer un business sans respecter mes valeurs et mon éthique. Et ça, j'en suis très fier parce que j'ai toujours eu comme focus de respecter mes valeurs, mes priorités, même si dans la réalité, je ne le faisais pas forcément. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tous mes clients n'ont peut-être pas eu un taux de satisfaction de 100% et je n'ai pas changé la vie de tous mes clients, mais aucun client peut venir aujourd'hui et me dire tu n'as pas été honnête avec moi, tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Voilà, je ne pense pas. En tout cas, j'ai toujours gardé la porte ouverte et quand c'était le cas, les gens avec qui c'était le cas, on en a discuté. Donc ça, je suis hyper fier de ça. D'avoir toujours respecté mes valeurs et aussi d'utiliser ma personnalité parce que j'estime que
on est fort et on réussit quand on respecte sa personnalité, ses aptitudes, son ADN. Et deuxième chose, c'est que j'avais un mauvais business model, très mauvais business model. Je faisais du freelance, je vendais des petites formations, je faisais du coaching à l'heure. Et aujourd'hui, et quand je te dis aujourd'hui, c'est hyper récent en fait. Je te parlerai de Mission Passion, mon nouveau programme premium d'accompagnement. Et c'est un nouveau business model. En fait, quand tu vends des produits à quelques centaines d'euros, tu fais du freelance par-ci par-là, tu es en mode survie tous les mois et c'est horrible. Et là, je suis enfin sorti de ça. J'ai pas peur des mois à venir. Et j'ai hâte de te parler de ça. Et troisième problème que j'ai résolu, alors qu'est-ce que j'ai écrit ? Ouais, je pense que c'est aujourd'hui, je me considère comme un dirigeant d'entreprise et non comme un solopreneur seulement. C'est-à-dire, je dirige une entreprise. Le dirigeant d'entreprise, il pense à l'argent qu'il doit gagner, à combien il doit dépenser, comment il gère ses finances. Il pense à son équipe, comment former son équipe, être un bon leader. Et évidemment, toujours continuer à aider ses clients. Et en fait, cette notion d'entrepreneur, c'est tellement vague que ça ne nous met pas sur le terrain. On se dit, un entrepreneur, ça veut tout dire et rien dire, celui qui lance une start-up, etc. Mais quand tout de suite tu dis, tu es un dirigeant d'entreprise, et je t'invite toi aussi à le considérer comme ça, tu es un dirigeant d'entreprise. Et un dirigeant d'entreprise, il réfléchit complètement différemment de quelqu'un qui lance un business juste comme ça. Parce que le dirigeant d'entreprise, imagine le boulanger, c'est le dirigeant de son entreprise. Lui, il n'y a pas de place à l'improvisation. Le matin, il se réveille à une telle heure, il fait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de « j'ai pas envie » et puis il déroule. Donc, quand tu arrives à avoir ce genre d'aptitude et que tu continues à respecter tes valeurs et ta personnalité et que tu es bien entouré, tu peux créer un business où tu es vraiment, vraiment épanoui. Et ça, c'est génial. Voilà, j'aimerais en rester là. J'aurais pu aller dans plusieurs... développer certains points, mais je t'invite à ne pas hésiter à me poser des questions sur WhatsApp. Tu sais quoi, je vais te donner mon numéro WhatsApp. Donc, je suis disponible que sur WhatsApp à ce numéro-là. Hein. C'est pas par SMS. C'est 07 81 08 19 85. 07 81 08 19 85. Ça fait un peu radio. Appelez-nous. C'est la radio libre un peu. Et donc, contactez-moi sur WhatsApp si vous avez des questions. Sur Instagram, je serais ravi d'y répondre. On redémarre le rythme hebdomadaire. Alors, peut-être pas avec Marina chaque semaine. Mais en tout cas, j'étais ravi de t'avoir, Marina. J'ai envie de t'applaudir pour ta belle prestation. Merci. C'était sympathique pour moi aussi. Ouais, vas-y, dis-nous ton ressenti un dimanche soir à 19h30. Je commence à avoir faim. Non, c'était bien sympa de passer du temps comme ça avec toi, à t'écouter aussi longtemps sans parler. Ah ouais. Parce que c'est vrai qu'en général, je parle quand même beaucoup. Ah. Bon, moi aussi, mais... Ouais. Et c'était sympa, j'ai appris des choses. Tu reviendras de revoir le parcours. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Hein. Carrément. Mais avant le 300e épisode. Hein. On verra, tu me demanderas. Ok, cool. Dernière chose à ajouter ? À bientôt. Et je me demande comment on va s'appeler le futur nom, quoi, après Solopreneur. Ouais. Bon, tu m'aideras ? Cool. On finit en dansant. Alors, tu le verras pas parce que tu es en podcast, mais nous, on va danser. Allez, merci beaucoup à toi. Ouais, Tu veux un peu des bruits de cricket ? Vas-y. Je crois il y a de la... Tu leur as dit que tu as une nouvelle table de mix. Ah ouais, ça je t'en parle la semaine prochaine. Tu vas voir, j'ai un nouveau micro. Ils l'ont déjà remarqué. Est-ce que tu fais le clown avec ? Ah non, je vais pas tout spoiler. Je m'en garde un peu sous la main. Merci à toi d'avoir écouté. Continue à bosser. Continue à croire en tes rêves. À ne pas lâcher. À écouter ton cœur. À écouter ta tête, à bosser dans la bonne direction en suivant la bonne stratégie. Et je me retiendrai pas de te dire, mais si tu veux aller beaucoup plus vite et progresser, fais-toi accompagner. Parce que tout seul, tu vas voir mon parcours. Tu vas mettre 7-8 ans peut-être à lancer un business et à vivre de ton business. Donc,
Fais-toi accompagner. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Ciao. Bye bye, quoi.